Juin 1851, dans les premières lueurs de l'aube, un homme de 65 ans marche dans les ruelles de la vieille ville de Jérusalem. Ses pas résonnent sur les murs de pierre. Il est en route pour prier au lever du soleil dans la synagogue de la Chourva. Il croit entendre des bruits derrière lui. Il se retourne prudemment. Rien. Quelques semaines plus tôt, il avait essuyé des coups de feu qu'il avait manqués. Il reprend sa marche. Et tout d'un coup, au tournant d'une impasse, son assaillant fond sur lui et lui assène un coup d'épée terrible sur la tête. Il va lentement agoniser pendant 3 mois pour finalement succomber le 16 septembre 1851. Il s'appelle Rav Avraham Shlomo Solomon Zalman Tzoref et était l'homme à abattre pour les Arabes de Jérusalem. Pourquoi? Quelle menace il représente? Sur sa pierre tombale, sur le mont des Oliviers, on peut lire « Le bâtisseur de la Jérusalem nouvelle et de la Chourva, la ruine ». Qui est ce Reb Shlomo Zalman Solomon? Et qu'est-ce que c'est que cette ruine, Chourva, qu'il a bâtie? Reb Shlomo Zalman quitte sa Lituanie natale en 1811, à l'âge de 25 ans, et fait son allié avec sa femme et ses 3 enfants. Nous sommes près de 90 ans avant le premier congrès sioniste et pourtant, il fait partie d'un groupe de sionistes avant l'heure qui vont créer un mouvement de retour en Israël. C'est l'Aliyah des élèves de Rabbi Eliyahu Kremer, surnommé le fameux Gaon de Vilna. C'est le maître de la Torah, incontesté, reconnu de son époque. Sur son injonction, ses plus grands élèves prennent sur eux d'en finir avec l'exil. L'heure n'est plus à l'attente d'une délivrance miraculeuse, d'un sauveur providentiel, c'est à nous à vaincre l'exil et à se délivrer soi-même. Comment? Retour en Israël, rassemblement des exilés, reconstruction de Jérusalem et poser les fondements d'une future souveraineté. Et des vagues d'élèves, rabbins et érudits s'organisent et prennent en famille le chemin de Tzion. Depuis la destruction du temple en l'an 70, on n'a pas vu une chose pareille. 515 familles s'apprêtent à monter. Les premiers arrivent en 1810 et s'installent à Tzfat, dans le nord d'Israël, un petit village perché dans les montagnes de Galilée, qui est une partie de l'Empire ottoman. Reb Shlomo Zalman s'installe lui aussi à Tzfat, apprend le métier d'orfèvre, Tzoref en hébreu, sûrement l'origine de son nom de famille, apprend l'arabe, et malgré les pires difficultés, finalement ils se font très bien dans ce nouveau monde. En 1813, lors d'une nouvelle épidémie à Tzfat, Reb Shlomo Zalman et un petit groupe mené par le fameux Reb Menachem Mendel Mishklov décident qu'il est temps de monter à Jérusalem. Et c'est déguisé en juifs séfarades, parlant entre eux en arabe approximatif, qu'ils pénètrent à Jérusalem. Pourquoi se cacher? Pourquoi se faire passer pour séfarades? Parce que les juifs ashkénazes sont interdits de citer à Jérusalem sous peine d'emprisonnement, jusqu'à ce qu'ils payent la dette de leurs cousins ashkénazes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En 1700, 110 ans avant l'arrivée des élèves du Gaon de Vilna, débarque avec fracas dans une Jérusalem figée, pauvre, à majorité musulmane, Rabbi Yehuda le Pieux, Rabbi Yehuda Chassid, avec des dizaines, peut-être des centaines de ses élèves. Arrivant à Jérusalem, il rachète un terrain, une ancienne cour quartier qui appartenait jadis à des juifs ashkénazes, qui s'appelle la cour des Ashkénazes, Dira Siknaz en arabe, qui devient la cour de Rabbi Yehuda Chassid. Juste après son arrivée, Rabbi Yehuda Chassid tombe malade et meurt. Ses élèves décident de poursuivre, empruntent encore et encore aux Arabes locaux pour construire une petite synagogue dans la cour. Au bout de 20 ans, ne tenant plus les remboursements, leurs créanciers arabes fondent sur la cour et la synagogue, détruisent tout, mettent le feu à tous les rouleaux de la Torah et emprisonnent les Ashkénazes jusqu'à remboursement de leurs dettes. Si un juif ashkénaze a le malheur de se pointer à Jérusalem, les locaux lui tombent dessus, exigeant qu'il rembourse la dette de ses cousins ashkénazes. Un siècle plus tard, la dette n'est toujours pas réglée et donc c'est une poignée d'Ashkénazes téméraires et camouflés qui débarquent à Jérusalem et se font dans la vie juive séfarade de Jérusalem. Et cette poignée d'élèves du Gaon de Vilna a un projet bien clair, la reconstruction de Jérusalem, le retour du peuple à sa terre, le rayonnement retrouvé de la ville sainte à travers la Torah qui y reviendra. Bref, la fin de l'exil, juste ça. Pour cela, il faut reconstruire la Chourva et réédifier la synagogue. D'où leur vient cette idée? Depuis la présence arabe à Jérusalem, interdiction de construire une synagogue. On prie dans des caves, dans des maisons. Interdiction de construire un bâtiment qui dépasse la hauteur des mosquées. La construction d'une nouvelle synagogue sur les ruines de l'ancienne est donc tout un symbole qui marquera la fin de la soumission et le temps de la reconstruction. Pour ça, il faut 2 choses. De l'argent, beaucoup d'argent pour rembourser les dettes, graisser les bonnes pattes ottomanes, construire, et l'obtention de l'Empire ottoman d'un firman, l'annulation des dettes et reconnaissance que c'était une synagogue et donc peut le redevenir. Reb Shlomo Zalman se jette corps et âme sur la mission financière, sillonne les communautés juives d'Europe centrale, se bat pour chaque pièce, se fait beaucoup d'admirateurs et quelques détracteurs aussi, mais il réussit. Côté diplomatique,
moins de succès. Constantinople reste intransigeante. Finalement, après 23 ans d'efforts, en 1836, Reb Shlomo Zalman va profiter d'un soulèvement du gouverneur Muhammad Ali et son fils contre l'autorité ottomane dans la région. Muhammad Ali est plus favorable aux Juifs, a besoin d'argent, de soutien européen. Reb Shlomo Zalman se lie d'amitié, lui fait vœu d'allégeance à jamais, jette au passage le nom des Rothschild et ça y est, 116 ans après sa destruction, il obtient l'annulation des dettes et le permis de reconstruire la ruine, la Khourva. En 1837, une première synagogue modeste est construite, mais toutes les catastrophes possibles s'abattent sur la population. La jeune implantation juive et les élèves du Gaon jouent leur survie pendant ces années-là. Puis en 1840, les Turcs matent la révolte et le projet de la Khourva se retrouve gelé. On ne détruit pas ce qui a été construit, mais on ne laisse pas poursuivre. Mais Jérusalem est maintenant une ville juive et continue d'attirer des olim du monde entier. Pour les Arabes locaux, celui sans qui rien de cela ne serait arrivé, c'est un vieux rabbin qui n'a peur de rien ni de personne, Reb Shlomo Zalman Salomon Tzoref. Il devient donc l'homme à abattre. Il succombe de ses blessures ce jour du 16 septembre 1851. Mais Reb Shlomo Zalman a des successeurs et la Khourva sera reconstruite. En juillet 1855, profitant de la grande faiblesse des Ottomans engagés dans la guerre de Crimée, Sir Moses Montefiore use de son influence sur la couronne anglaise, de son titre de baron, de son accès direct à l'argent des Rothschild et obtient du sultan enfin un permis irrévocable de construire une synagogue à Jérusalem. Le gigantesque projet est lancé, le premier interdit musulman, construire une synagogue, est maintenant levé. Mais on veut quelque chose d'unique, à la hauteur des aspirations du grand retour. Et coïncidence providentielle, à ce moment-là se trouve à Jérusalem Assad Effendi, l'architecte du sultan, chargé de vérifier le bon état des mosquées sur le mont du Temple. On lui confie le projet et un généreux paiement. Assad Effendi est bien décidé à faire les choses en grand. Et c'est donc lui qui va balayer l'interdit de construire plus haut que les mosquées et les murs s'élèvent. Puis la coupole s'élève encore jusqu'à 24 mètres de hauteur. Tout le monde participe. Les pauvres de Jérusalem, les nantis tels que Rothschild, la communauté séfarade, la Khourva devient la grande synagogue de Jérusalem. Sauf que la Khourva n'a pas mérité son nom pour rien. En 1948, durant la guerre d'indépendance, la Légion jordanienne pénètre au mois de mai dans la vieille ville et un combat acharné, maison après maison, s'engage entre le bataillon jordanien du colonel Abdallah Attel et la poignée de combattants résistants du quartier juif. Le colonel Attel décide d'en finir et il sait ce qui sonnera le glas du combat. Le 27 mai, le bataillon jordanien s'empare de la Khourva après une dure bataille contre 13 combattants de la Haganah. Il monte sur le toit, plante un drapeau jordanien sur sa coupole. Le symbole, la Khourva, est tombé. Le lendemain, la Khourva est complètement détruite. Il ne reste pas une pierre sur l'autre. Sur les pans déchirés d'un mur, des tables de la loi pendent. Des morceaux de rouleaux de la Torah déchirés sont dispersés entre les décombres, raconte le journaliste américain Carlson. Israël perd la vieille ville de Jérusalem. La Khourva est redevenue ruine. En 1967, suite à la libération de Jérusalem, Israël retrouve la Khourva. On déblaye, on nettoie, mais c'est tout. Parce que tout est à reconstruire dans la vieille ville. Un avocat de renom, Yaakov Salomon, lance le projet de reconstruction de la Khourva. Son père, Chaim Zalman Solomon, était l'un des combattants en 1948. Une seconde, Solomon, Zalman, ça ne vous rappelle rien? Eh oui, il est l'arrière-petit-fils de Reb Shlomo Solomon Zalman. La boucle est bouclée. Ça prend du temps, comme à l'époque, mais le projet de reconstitution est lancé et on reconstruit la Khourva sur la base d'un modèle réduit retrouvé de l'ancienne fameuse synagogue. La Khourva, la ruine, est maintenant rebâtie.